Bonjour, bon dimanche matin. Pour ceux qui sont arrivés à l'heure, et je vais faire le meilleur au début. Je voulais vous parler des retraites, puisque c'est le sujet pour lequel vous m'avez invité, et je vous en remercie. Il faut d'abord avoir un peu d'empathie. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Priver des salariés qui ont bossé pendant 40 ans de leur retraite à 60 ans, c'est les priver des plus belles années possibles de leur vie libre, méritée, reposée, où ils peuvent faire beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient exploités au travail dans une entreprise. Et l'exploitation, c'est une pénibilité. Alors souvent, il y a des gens qui disent exploitation. Parfois, dans des réunions, des petits patrons me disent « Mais je suis pas un exploiteur ». Mais si, tout employeur est un exploiteur. Il peut pas en être autrement, sinon il mettrait la clé de son entreprise sous la porte. Il faut que l'entreprise, ça rapporte. C'est même fait que pour ça. Et dans l'entreprise, on dit parfois le patron vous donne du travail. Il vous donne jamais rien. Le patron ne donne jamais rien à personne. Il achète votre force de travail et il tire un profit dessus. S'il ne tire pas un profit, c'est fini. Plus d'entreprise, plus d'exploitation et plus d'exploités. Mais c'est pas des gros mots, exploitation, vaut mieux le reconnaître. Le patron dégage une plus-value sur le travail. Et cette plus-value, elle est mutualisée entre eux, mais elle est nécessaire pour le capitaliste. Et le capitalisme, c'est pas seulement un système de profit, c'est un système de profit maximum. Dans ma jeune vie militante, j'ai mis 10 ans à comprendre ça. Parce que je mettais des tracts, puis on disait non au profit. Ben non, le profit c'est bien. Le profit c'est lié à toute activité humaine. On demande des gratifications pour ce qu'on fait, c'est normal. Mais le capitalisme, ça n'est pas seulement le profit, c'est la recherche du profit maximum. C'est-à-dire qu'il faut, entre deux patrons, il y en a un qui veut prendre le marché de l'autre. Et s'il ne le prend pas, il coulera. Et l'autre doit se défendre parce que s'il ne le prend pas, il coule. Il peut pas y avoir de fraternité dans le capitalisme. D'ailleurs, si vous ouvrez un poste de radio tous les matins, midi et soir, on vous parle de compétitivité. Et compétitivité, c'est la guerre. C'est être plus fort que l'autre. Être compétitif, c'est pouvoir prendre à l'autre. C'est rien que ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas payer les retraites. Ça coûte trop cher. Parce que maintenant, c'est les patrons qui les payent. Oh, ça fait pas si longtemps que ça que les patrons payent les retraites aux salariés. Disons que ça fait 75 ans que le système a été installé comme celui que nous connaissons depuis le Conseil national de la résistance et 1945. Avant, il y a eu beaucoup de choses, dont pas de retraite du tout, et les gens crevaient dans la misère, aidés par leurs enfants quand ceux-ci le pouvaient. Vous avez tous lu Germinal, j'espère. Mais je vais remonter encore un petit peu plus loin, avant d'entrer dans le sujet. Vous savez, il faut voir un film qui s'appelle Quémada, de Gilles Pontecorvo, qui date, c'est un vieux film, mais c'est un grand film américain, avec la couleur et tout, avec Marlon Brando. C'est pas n'importe quel acteur. Et dans ce film, c'est les esclaves qui se soulèvent à Haïti. Et les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent. À la fin, les esclaves sont plus nombreux et vont gagner. Les propriétaires terriens affolés font une réunion d'urgence et il y a l'agent anglais, qui est Marlon Brando, qui est là, et qui leur dit « Bon, écoutez, arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez, libérez-les, réfléchissez. L'esclavage, ça coûte cher. Vous êtes obligés de les loger. Vous êtes obligés de vous occuper de leurs enfants. Vous êtes obligés de les nourrir tout le temps, même quand ils travaillent pas. Et les vieux, les avez à charge jusqu'à ce qu'ils meurent. Libérez-les. Faites-en des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux, au lieu de les avoir à charge tout le temps. Et les propriétaires terriens se disent, voilà, c'est la solution. On fait des salariés. Alors au début, on n'appelle pas ça salariés. On appelle ça appointés, tâcherons, loueur de bras, trimardeur, puis quelques autres mots comme ça,
journaliers. Voilà. Maintenant, Macron voudrait qu'on appelle ça auto-entrepreneur, programmeur, comment on dit là, le gars qui invente là, enfin tous les noms qui sont aujourd'hui les tâcherons d'aujourd'hui, à la tâche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les tâcherons de l'après-esclavage et les tâcherons qu'on voudrait nous faire devenir maintenant? C'est le salariat. Et le salariat, petit à petit, il a lutté 170 ans à peu près, 180 ans, et il a gagné ce que les esclaves avaient. La maladie, le toit, le chômage, le logement, la famille, la santé et la retraite. Il l'a gagné de façon simple, c'est sur son bulletin de paye. Les gens, c'est la première chose quand vous causez avec les gens, regarde ton bulletin de paye. T'as le salaire net et t'as le salaire brut. Et le salaire net, c'est ce avec quoi tu vis au mois le mois. Le salaire brut, c'est ce que tu vis toute ta vie. Parce qu'il va combler tous les problèmes que tu rencontreras. C'est une partie du salaire mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins quand il est en maladie, en charge de famille nombreuse, en logement, en chômage, en accident du travail ou en retraite. Alors les capitalistes ont fini par dire c'est des charges. On a lutté contre le mot charge. Ça n'a jamais écrit sur un bulletin de paie. C'est marqué cotisation et pas charge. Et quand c'est une cotisation, eh bien ça veut dire que c'est quelque chose qui a été collecté pour être mutualisé. Et une cotisation, c'est pas un impôt. Une cotisation, c'est préaffecté. S'il y a un mot que vous reteniez, c'est préaffecté. Ça va à ce pourquoi c'est collecté. Ça ne peut pas être utilisé pour autre chose que ce pourquoi c'est collecté. Et c'est la grande différence avec un impôt qui peut être utilisé à tout, par définition. Et pourquoi est-ce que c'est défini comme ça? Parce que nos aînés géniaux du Conseil national de la résistance, quand ils ont fait la cotisation, la sécurité sociale, la retraite, etc., ils ont voulu que ce soit un budget séparé. Séparé. Pas le même budget. On vous dit jamais ça dans aucun endroit. Les radios, les télés vous disent il y a 57% de prélèvements obligatoires, ils additionnent tout. Et ces zozos-là, qui sont des menteurs épouvantables, mélangent le salaire brut et l'impôt. Mélangent la cotisation et l'impôt. Alors, ça fait 57%. Bah non, le salaire, c'est pas un impôt. Le salaire, c'est une cotisation, c'est pas une charge, c'est un bonheur. Il n'y a rien de plus beau que l'idée d'un salaire brut. Quand on veut le social, c'est le salaire brut qui compte. C'est la partie mutualisée, la partie partagée, la partie protectrice pour tout le monde. Un bonheur, le salaire brut. Et il y a même en plus niché, parfois ils le mettent sur la feuille de paye, parfois ils le mettent pas. Les patrons ont changé d'avis à ce sujet. Dans les années 90, ils avaient voulu le rajouter. Puis ensuite, ils l'ont enlevé. Il y a même une part cachée qui est un salaire super brut que les patrons sont obligés par la loi de rajouter pour vous donner le même bonheur, entre guillemets, d'ailleurs que les esclaves avaient, le toit, le logement, la santé, etc. Salaire brut, vous vivez toute la vie. Salaire net, vous vivez au moins le mois. Alors, c'est une épargne. Non, c'est pas une épargne. C'est mis dans des pots communs et ça vous est redonné mécaniquement quand vous en avez besoin. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Vous êtes en retraite. Ceux qui travaillent payent en direct, en temps réel, sur leur travail, la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Ça va pas par un fonds de pension. Ça va pas par une caisse d'épargne. Ça va pas par une banque. Ça va de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas. En temps réel. Ce n'est même pas un salaire différé. C'est en temps réel. Il n'y a pas besoin de grands intermédiaires. Il n'y a pas besoin de spéculer. Il n'y a pas besoin de caisse ça va de c'est solide. Puisque tant qu'il y a des gens qui travaillent, il y a de l'argent pour ceux qui ne travaillent pas. Et personne ne peut intervenir en disant j'en prends une partie, je vais spéculer dessus, je le place aux Bahamas. C'est interdit. Ça va de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. Je me répéterai le nombre de fois nécessaire, parce que c'est tellement confus dans la tête des gens, et vous le rencontrez quand vous discutez, que vous faites des tracts et tout, que les gens croient que c'est une épargne, la retraite. Donc parfois, ils leur disent « Mettez les sous de côté pour votre retraite ». Mais ne faites surtout pas ça. Où vous allez les mettre, les sous de côté? Dans quelle caisse? Mais ils vont vous la prendre.
Des millions de salariés américains ont mis des sous de côté dans des caisses qui ont fait faillite. Et puis après, ils n'avaient plus rien, ils sont obligés de travailler à 85 ans. Par conséquent, ne vous laissez pas faire avec mettre des sous de côté. Vous avez des prospectus dans votre boîte à lettres. Ah, pour votre retraite. Là, ce matin, sur France Inter, vous avez une pub sur la sécurité sur la retraite. Je m'inscris pour la sécurité, etc. Et ils sont tous là comme des vautours. Essayez de vous dire, puisque vous n'aurez pas de vraie retraite, et après, je vais revenir sur comment ils veulent la supprimer le système actuel, puisque vous n'aurez pas de vraie retraite, mettez de côté. Puis après, il faut inquiéter les jeunes. Jeunes, vous n'aurez jamais de retraite, c'est foutu pour vous. Alors, mettez de côté vous-même. Et après, vous avez les jeunes fous qui disent « je vais mettre de côté moi-même » parce que j'ai pas confiance dans le système collectif. J'ai pas confiance dans la sécu. J'en ai vu sur Twitter là qui m'ont fait suer ces derniers jours. C'était sur le thème mais moi, je veux garder mon argent pour ma santé et pour ma retraite. J'ai pas besoin d'eux. On m'oblige, ma liberté, alors quoi ?» En général, je leur réponds tu soigneras ton cancer toi-même. Tu seras dans un brancard, dans le lit de l'hôpital. Il y a 250 000 cancers par an. Je te souhaite pas de l'avoir, mais si tu l'as, réfléchis. Parce que tu pourras pas t'en sortir. Et puis, il y a 250 000 accidents cardiaques et accidents vasculaires par an, dont la moitié sont liés au travail. Eh ben, si tu n'as pas de mutualisation collective, tu ne t'en sortiras jamais individuellement. Et donc, tu as plutôt intérêt. Alors, l'autre qui dit, oui, mais moi, je veux choisir ma mutuelle à moi. Enfin, la mutuelle, vous savez combien il y en a en France ? 1100 mutuelles. 1100 mutuelles. Donc, 400 sont effectives, les autres un peu bidons. Mais à quoi elles servent ? Elles dépensent 25% de frais de gestion. Pour payer des paniers de soins incomplets, c'est comme dans les assurances, vous regardez, tiens, là, il n'y avait pas le cancer complet, là. Vous êtes dans le cancer, mais dans la mauvaise hôpital, là. Et donc, toutes ces mutuelles sont des... Alors, je choisis ma mutuelle. Enfin, une mutuelle qui a 10 000 adhérents. Qu'est-ce que c'est à côté d'une sécurité sociale mutuelle qui a 30 millions d'adhérents ? Si vous voulez... Qui ne comprend pas ça ? Il faut être un peu estourdi. Je veux une mutuelle à 1000 adhérents, la mienne. Non, je te propose une seule grande sécurité sociale, une seule grande mutuelle, une seule grande cotisation, et la mutualisation permettra de te traiter très bien à l'hôpital. Tout le monde sera traité pareil. Alors il y a des gens, mais non, il ne faut pas traiter tout le monde totalement pareil. Alors ça, c'est pas le discours actuel de Macron, mais je me rappelle d'Alain Minc disant mon père est décédé à 101 ans. Il a été pris en charge jusqu'au bout et merveilleusement soigné par la collectivité. Mais était-ce nécessaire, puisque moi, Alain Minc, je suis riche, et j'aurais pu prendre en charge mon père ? Mais non, monsieur Minc, on prend en charge votre père, parce qu'on prend en charge tout le monde. Et on veut que tout le monde soit traité à égalité. On ne veut pas des cliniques et des hôpitaux pour les riches, et des cliniques et des hôpitaux pour les pauvres. Et on ne veut pas que vous mettiez de l'argent vous-même de votre pauvre poche, pour le mettre dans un hôpital de luxe. On voudrait qu'il soit dans le même hôpital que tout le monde. Et d'ailleurs, ça marche puisque vous dites qu'il a été très bien traité. C'est comme Raffarin qui disait mais on réparera pas le bras cassé du skieur à la montagne de la même façon que le bras cassé de l'ouvrier tombé du trottoir en sortant de l'usine. Moi, je dis toujours, mais si, on va réparer de la même façon le bras du skieur à la montagne et le bras de l'ouvrier qui est tombé. De la même façon, il n'y aura pas 2 cliniques, 2 hôpitaux, ils seront traités pareil. Et c'est pour ça qu'on a une grande mutuelle, et qu'on a une grande sécu, et que notre système est le plus beau encore au monde. Parce qu'il fonctionne comme ça, en pouvant traiter tout le monde sur le plan d'égalité. Et je vais tout de suite sauter à un truc extraordinaire de ces jours derniers. Vous entendez Macron, Philippe, Buzyn, tous qui disent on veut un traitement universel des retraites. On veut vous traiter tous pareil. On veut plus de régime particulier. Ah bon, justement, ils voulaient des régimes différents quand il s'agissait de la sécurité sociale ou quand il s'agissait du droit du travail. Macron a cassé le droit du travail pour que ça soit souple, divers, adapté à chaque entreprise et que chacun puisse avoir un statut différent qui n'est pas un statut unique. Puis d'un seul coup, pour les retraites, il veut un statut unique, universel, le même pour tous, le même bras. Lui, là, il est pour ça d'un seul coup. Alors qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire des retraites telles qu'elles veulent nous les faire fonctionner aujourd'hui ? Alors d'abord, ça fait 35 ans maintenant. Il faut partir de 93, oui, 35 ans, 36 ans.
qu'il s'attaque aux retraites. Alors là, les retraites, la retraite à 60 ans, c'est la gauche au pouvoir. Jamais oublié de le dire, hein, parce que de temps en temps, ça s'oublie, les gens sont sans remerciement. Enfin, c'est la gauche au pouvoir en 1982, la retraite à 60 ans. Bon. Et après, la droite n'a de cesse que de revenir et de faire revenir la gauche quand elle le peut, ou les dirigeants de la gauche en tout cas, sur ce choix. Alors en Balladur, en 1993, en plein été, pas le temps de mobiliser, il a été élu en mars, décide que le calcul des retraites, il ne change rien. Le calcul des retraites va être fait sur les 25 meilleures années de la vie. Alors, avant, c'était 10. Alors, évidemment, c'est pas dur à comprendre que c'est une baisse des retraites, quoi. Parce que vous n'avez pas une carrière linéaire qui est elle est progressive, où il y a des choses hachées dedans. Si vous calculez sur 25 ans au lieu de sur 10 ans, vous baissez immédiatement toutes les retraites. Alors après, c'était appliquer ça à tous les domaines. Puis après, c'était supprimer l'avantage dont on nous dit la fonction publique, c'est sur les 6 derniers mois. Mais non, ne vous laissez pas faire par ça. La fonction publique, c'est sur les 6 derniers mois sans les primes. C'est-à-dire sans un tiers du salaire. Donc c'est un calcul déjà plus bas. Vous me direz sur les 6 derniers mois, ils s'en sortent. Et oui, mais doucement, parce que si c'était sur 25 ans, les salaires étant plus bas dans la fonction publique que dans le privé, la progressivité de la montée du salaire étant beaucoup plus étalée dans le temps, si vous gardez que les 6 derniers mois sans prime, tous les calculs comparatifs ont été faits. C'est à peu près comme les 25 dernières années, les meilleures années du privé. Alors si vous vous dites on veut faire les 25 meilleures années du public, ben, vous allez avoir un problème aussi, parce que les salaires des publics sont plus bas que les salaires du privé. Oh non, disent tout le monde. La moyenne des salaires du privé est plus basse que la moyenne des salaires du public. Oh, mais la moyenne, ça veut rien dire. La moyenne, dans le public, vous avez à peu près 3/4 de cadres. La moyenne des salaires est plus élevée. C'est forcé si vous comptez en cadre. Dans le privé, vous avez 18 millions de salariés. C'est quoi? Bah, c'est à peu près 2 millions et demi de cadres. La moyenne est forcément plus basse. La moyenne. Mais si vous mettez catégorie par catégorie, dans la fonction publique, il y a les carrières A, les cadres, B et C, qui ne sont pas cadres, et vous comparez catégorie par catégorie avec le privé à formation et activité comparables, et ben chacun des domaines, les cadres du public sont payés moins cher que les cadres du privé, et les catégories B moins chères que les équivalents dans le privé, et pareil pour les catégories C, c'est-à-dire le bas de l'échelle. Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas parler en moyenne quand on parle de salaire. Il faut parler par catégorie, il faut comparer. Et il faut savoir, parce que sinon, on vous dit, le départ à la SNCF est à 3 700 € par mois. Bah ouais, mais enfin, la moitié de la SNCF gagne en gros autour de 1 700. Et le salaire médian, toujours utiliser le mot médian. L'autre jour, je le fais dans Internet, puis il y a un mec qui dit, oh, Philoche, il est vraiment nul, il a besoin de dire que médian, ça fait 50% des salariés. Si, je m'applique. Je le dis 2 fois, sous une forme ou sous une autre. Médian, c'est pas la moyenne. Médian, il y a 50% des salariés qui gagnent moins de 1 700 €. Et si vous regardez leurs retraites, elles sont évidemment très très basses. Et c'est pas la même chose que si vous vous faites avoir dans un débat avec la moyenne. Or, en ce moment, l'intoxication est faite sur la moyenne, et l'intoxication est faite sur le fait qu'on va faire un système universel. Comment vous voulez faire un système universel avec des carrières inégales? Comment vous voulez faire ça? Enfin, celui qui vous défend ça, c'est un escroc, forcément. Intellectuellement, économiquement, concrètement, pratiquement, et même en calcul simple, élémentaire, arithmétique. Vous avez des écarts de salaire qui sont de 1 à 2,3 à peu près. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde va toucher la même chose. C'est calculé sur les carrières. Et vous ne pouvez pas changer à la fin de la vie l'inégalité que vous avez eue pendant toute votre vie. Ça existe nulle part, ça. Vous avez des catastrophes absolument sociales terribles. Par conséquent, vous calculez sur les écarts de salaire. Alors les écarts de salaire, le salariat, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Et là, je vais faire un autre point, de philosophie, mais qui rentre directement dans le sujet.
Le salariat, c'est 90% des actifs. Écoutez-moi bien, hein, parce que tous les jours, vous avez un zozo à la radio ou à la télé qui vous parle de la fin du salariat. Vous avez une étude dans le Figaro, le salariat est-il bientôt fini? Est-ce qu'on travaillera encore demain comme hier? Est-ce qu'on va bientôt tous être ubérisés? Est-ce qu'on va bientôt tous... voilà. La mort du salariat est programmée, si vous écoutez les philosophes macroniens, à peu près tous les jours, sinon 2-3 fois par jour. Et là, soyez fermes. Le salariat est la plus puissante classe productive et elle ne sera jamais vaincue. Elle est en pleine expansion dans le monde entier. Il y a 1 milliard de salariés de plus sur la planète dans les 30 dernières années. C'est l'économie informelle qui recule partout. Le chiffre que je viens de donner sur 1 milliard, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et en France, le salariat, c'était 3 millions de salariés en 1910, quand le Code du travail a été créé, 4 années après la catastrophe de Courrières. C'était à peu près 35% ou 40% des actifs. En 1936, au moment du Front populaire, le salariat était minoritaire. Il a commencé à être majoritaire tout juste à la Libération. Et encore en 46, 47, 48, vous arrivez peut-être à 55% de salariés. Et en 68, mai 68, on a peut-être autour de 70-75% de salariés. Aujourd'hui, on en a 90%. Et il n'y a plus que 10% d'indépendants. Les indépendants, c'est les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales et le patronat. Et les fameux ubérisés, auto-entrepreneurs. Si vous écoutez les médias, ces 10%, c'est comme si c'était le monde entier. Mais ce n'est pas vrai. Même ceux qui sont ubérisés, c'est dramatique, j'en parlerai après si vous le souhaitez, mais même ceux qui sont ubérisés, c'est quoi, j'ose même pas dire centaines de milliers. Peut-être 100 000, peut-être 200 000. En tout cas, quelques dizaines de milliers effectifs dans les transports. Mais après, vous en avez dans les soins aux personnes. Moi, j'avais trouvé comme inspecteur du travail une fois des tailleurs de pierre sous le pont Marie à Paris qui étaient auto-entrepreneurs. J'avais trouvé chez Subway des gens qui faisaient des sandwichs en tant qu'auto-entrepreneurs. Ils ont tenté de généraliser ça au maximum, mais c'est quelques dizaines ou centaines de milliers au maximum. On a du mal à faire la comptabilité parce que, en vérité, il y a 1 100 000 auto-entrepreneurs inscrits en théorie, 600 000 qui n'ont jamais fonctionné, ils ont seulement rempli les papiers, et après 500 000 qui ont fonctionné une fois avec quelques euros, et 10, 20, 30, 40, 50 000 qui vivent de leur auto-entreprise. En faisant bien attention, hein, une auto-entreprise n'est pas une entreprise. Dans une entreprise, il y a une exploitation. Dans une auto-entreprise, il y a une auto-exploitation. Et l'auto-entreprise, les artisans peuvent être considérés, bien avant les auto-entrepreneurs, comme des gens qui sont à leur propre compte. Et distinguer aussi, du coup, la statistique de l'INSEE, qui est souvent malhonnêtement utilisée, sinon malhonnête elle-même, qui dit il y a 3 850 000 entreprises. Non! Non! Il y a 1 200 000 entreprises qui ont au moins un salarié. Et l'entreprise commence quand il y a un salarié. Et là, vous avez l'entreprise, 1 200 000. Le reste, c'est à peu près 1 million d'artisans, de petits patrons indépendants à leur propre compte, et toute une série de statuts, unipersonnels, uninominales, etc., mais qui ne sont pas des entreprises. Les gens sont à leur propre compte et essaient de survivre individuellement par rapport au système. Mais donc distinguez bien le salariat du reste. 90% des actifs paient des cotisations sociales. 90% des actifs ont un patron. 90% des actifs sont subordonnés. Ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Quand vous êtes dans une entreprise, vous n'êtes pas libre.
C'est le patron qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat. Vous êtes subordonné, mais en échange de la subordination, vous avez des droits. Un code du travail, une médecine du travail, une justice du travail, une inspection du travail, des conventions collectives, des institutions représentatives du personnel, des délégués du personnel, des comités d'entreprise, des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, des délégués syndicaux et des délégués pour les mutuelles ou la sécurité sociale qui étaient élus avant, à l'origine du système, en 1945. Le salariat avait un ensemble de statuts qu'il avait conquis. Je considère toujours que cet ensemble de statuts était en vérité le prémonitoire de la future société socialiste, dont beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, rêvent, et qui fait que le développement du salariat à l'intérieur de la société capitaliste lui permet de succéder aux capitalistes et de prendre en main son propre sort, d'autant que ces institutions sont plus fortes. Dans ces institutions, il y a les caisses de sécu, les caisses de retraite, les caisses de maladie, les caisses de chômage, les caisses d'accidents du travail, les caisses de familles nombreuses et les caisses avec le logement. Je viens d'énumérer tous les points d'attaque de Macron. Casser le code du travail, casser la médecine du travail, casser l'inspection du travail, casser les prud'hommes, casser les institutions représentatives du personnel, supprimer les CHSCT, supprimer les délégués du personnel, c'est-à-dire à s'attaquer à tous les éléments du statut du salariat et à tout ce qui fait sa force et tout ce qui lui permet aujourd'hui de vivre comme il vit dans notre pays en tout cas. Et là, ce que Macron fait en plus, c'est s'attaquer, il l'a dit tel quel. Moi, je crois que cette seule phrase, le jour où il l'a dit, méritait qu'on descende tous à la Bastille avec des pics. Il a dit, nous allons supprimer les cotisations sociales. Personne ne bouge. On va vous supprimer votre salaire brut. Personne ne bouge. Et il y va. Le 1er novembre, il a supprimé les cotisations chômage. Supprimé. Et ça devient un impôt. Et après, il décide, lui, de ce qu'il va donner aux chômeurs. C'est pas la gestion des caisses par les chômeurs et les employeurs, c'est par l'État, donc par Macron, donc par la majorité du moment. Et moi, j'ai dit, en choisissant mes mots sur la suppression de l'assurance chômage, j'ai dit que c'était une tuerie. J'ai repris le mot de Laurent Berger, qui est un dirigeant syndical qui, le premier, a dit c'est une tuerie. Moi, je serais dirigeant syndical d'un syndicat de 600 000 membres et il y aurait une tuerie contre les chômeurs, j'irais à la Bastille avec des pics. Bon, il ne l'a pas fait. Mais ceci dit, ça reste à faire. Parce que François Hollande, a supprimé les allocations familiales. On parle toujours, pas les allocations, la cotisation qui sert à l'allocation, que je me fasse bien comprendre. On parle toujours du CICE pour François Hollande, qui fait à peu près 100 milliards d'exonération de cotisations sociales de facto pour les entreprises, mais il faut rajouter 35 milliards pour les cotisations à la famille qui ont été supprimées. 35 milliards. Hollande n'a pas inversé la courbe du chômage, il a inversé la courbe de la natalité. C'est la seule courbe qu'il ait inversée en 2014, comme effet des mesures qu'il a prises en matière d'allocation familiale, par contre, là. Après, vous allez supprimer le 1% logement. C'est pas au patron de le payer. La famille, c'est pas au patron de le payer. La maladie, ça va être supprimé. Pourquoi ce sera au patron de le payer? Puis ensuite, après, la retraite, ça sera par points. Vous aurez des points. Le patron ne sera pas sur votre feuille de paye, ça ne rentrera plus dans le salaire brut. C'est-à-dire que toute la partie salaire brut que le patron payait va se sauter. Vous savez combien ça fait? Cette année-là, en 2019, c'était 498 milliards. En 2020, ce sera 504 milliards. Et au-dessus, 300 pour les retraites, ce qui passe d'une poche à l'autre dans l'année. 800 milliards. La protection sociale en France, c'est 800 milliards. Ce que fait Macron en ce moment, morceau par morceau, en ayant annoncé son programme. C'était dans Révolution, son livre au début. Il veut une société sans statut. Il veut une France aux start-up. Il veut une France ubérisée. Il ne veut plus de cotisation sociale. Il ne veut plus de code du travail.
La société qu'il veut, c'est une société où les 800 milliards, les patrons n'ont plus à les payer. C'est le plus grand hold-up de l'histoire depuis 1945. Le plus grand hold-up. Supprimer le budget séparé, préaffecté de la cotisation sociale. 800 milliards. On va dire, mais je ne comprends pas les budgets, quels sont les autres, où est-ce que ça va aller? Alors, il y a 3 budgets en France, contrairement à ce que Dominique Seux nous dit tous les matins. 3 budgets. Le premier budget, c'est le budget de l'État. Bon, l'année prochaine, il sera autour de 470 milliards. Deuxième budget, c'est le budget des collectivités territoriales. L'année prochaine, il sera autour de 250 milliards. Et je viens de vous le dire, 800 milliards, 504 plus 300 pour la protection sociale. Vous comprenez tout de suite que le plus important des 3 budgets est notre protection sociale. Et alors, ça fonctionne de telle façon que, depuis toujours quasiment, quand l'État fait un cadeau aux entreprises de type exonération de cotisation sociale, il est censé reprendre dans le budget de l'État pour le rendre au budget de la protection sociale. Et là, Macron a dit non, je ne le ferai plus. Je prends dedans, mais je ne le rends plus. C'est une bagarre, hein, parce qu'il y a même eu des députés En Marche, les moins abrutis que les autres, qui ont dit on ne peut pas faire ça. Puis il y en a d'autres qui ont dit oui, on peut le faire. Et la question n'est même pas encore devant le Conseil constitutionnel, parce que sinon il perdrait. Mais ce sont des budgets séparés. Si vous empruntez dans un des budgets, il faut le remettre. Hein, budget des collectivités territoriales, ils n'ont pas le droit de faire de dette, ils font des équilibres avec des emprunts, etc. Gardons-le à part. Mais entre le budget de la protection sociale et le budget de l'État, l'État cherche à piquer sans arrêt dans le budget de la protection sociale. Sans arrêt, depuis presque toujours. Et alors avec Macron, c'est le piquer tout. C'est pas un petit bout, c'est tout. C'est pas seulement exonérer les cotisations sociales à hauteur de 1 SMIC, à hauteur de 1,3 SMIC, à hauteur de 1,6 SMIC, c'est piquer tout. Voilà, tout irait dans le budget de l'État. Alors, pour les spécialistes, ça serait passé du système bismarckien au système de Beveridge. Le système bismarckien, c'est celui qui est attribué aux nôtres, c'est-à-dire les cotisations sociales et tout ça sont payés avec le travail. Et le système de Beveridge, il n'y en a pas, c'est l'impôt. La différence entre les deux, c'est quand c'est payé avec le travail, c'est le patron qui paye, et ça va dans une caisse séparée, et on ne peut pas vous le prendre. Si c'est l'impôt, mettrez tout ça dans le même budget, vous aurez un grand tonneau, vous ferez une tirette en bas, et je verse un peu, là, ça sera pour 2 porte-avions nucléaires. Mais on fera 100 hôpitaux en moins. Là, c'est pas possible avec le système actuel. L'argent, s'il est pour les hôpitaux, il est pour les hôpitaux. S'il est pour la maladie, il est pour la maladie. Et là, il peut être utilisé à autre chose, y compris à faire la guerre. Par exemple, Macron, cette année, a ouvert un budget de 3 milliards pour la guerre de l'espace. Il n'en a du compte à personne. Il peut les prendre où il veut. Pas encore. Il faut qu'il aille jusqu'au bout du processus qu'il est en train d'accomplir. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de la destruction du budget de la protection sociale. Et là arrivent les sous. On dit, mais la retraite, il y a des problèmes de sous. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi il n'y en a pas? Parce que le budget de la protection sociale a été équilibré. Alors, les gens, ils ont du mal à croire parce que les choses bougent. Ils croient qu'il y a un trou à la Sécu. Ben non, il n'y a plus de trou à la Sécu. Alors, ça pose plusieurs questions. D'abord, quand il y avait un trou à la Sécu, existait-il vraiment ou n'était-ce pas un manque de l'État qui n'avait pas remboursé ce qu'il avait emprunté? Deuxième question, sur un budget de 800 milliards, quand on a 6 millions de chômeurs, normalement, il devrait y avoir des trous. Mais ça ne serait pas un mal, ça serait logique. Sur 800 milliards, que vous ayez 10, 15, 20, 30, 40 milliards qui manquent à la fin de l'année, pas n'importe quelle caisse comprend pourquoi. Surtout quand on a des hôpitaux en péril, qu'on n'a pas assez de personnel, qu'on n'a pas assez de médecins, qu'il y a des problèmes de remboursement, etc. On devrait avoir un trou. Mais non, Marisol Touraine, sous Hollande, elle a serré tellement la vis qu'il n'y a plus de trou. Et alors, ça les embarrasse aujourd'hui. Parce que dire qu'on fait une réforme sur les retraites en disant « mais pourtant, il n'y a pas de trou », c'est ce que Macron avait dit dans son livre « Révolution ». On va faire une réforme systémique, mais pas financière parce qu'il n'y a pas de problème financier.
Et là, il y a 3 semaines, ils se sont dit, on ne peut pas faire passer l'idée dans les médias, dans la tête des gens, si on dit qu'il n'y a pas de trou. Donc, ils ont piqué de l'argent. Ils ont refait les comptes, ils ont dit, il manque 17 milliards. Vous voyez bien qu'il faut changer les retraites. Artificiellement créées, artificiellement comptabilisées, formelles, il n'y a pas de trou, ils en ont trouvé un pour avoir un argument de plus pour changer l'ensemble du système. Alors, ils voulaient changer l'ensemble du système. Pourquoi? Parce que c'est trop rigide pour eux, pour les capitalistes, un système où ça va de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas. Et l'argent ne passe pas par eux. Bon sang, comment il peut y avoir 300 milliards qui nous échappent? Mettez-les dans nos bonnes caisses, nos bonnes banques. On va s'en servir, nous, on va le placer aux Bahamas, au Luxembourg. Comment ça peut nous échapper, 300 milliards? Et donc, comme Macron qui est au service des banques, il dit, je vais faire quelque chose pour vous, je vais faire que ça vous échappe plus. On va faire un système où il n'y aura plus de système de cotisation, de budget séparé. On va faire un système par points. Les gens vont acheter des points. Et ensuite, nous fixerons le taux des points. Et on vous remboursera vos retraites à notre gré. Et si on veut baisser, on baissera. Si on veut pas baisser, on baissera pas. Il y a des gens qui ont du mal à croire ça. C'est compliqué d'ailleurs, un peu en partie. Parce que regardez, Macron, depuis qu'il est là, il a déjà fait bouger les retraites. Moi, je suis un retraité, j'ai cotisé 41 annuités pour les autres, maintenant les autres cotisent pour moi. Vous travaillez, je vous aime. Chaque jour, vous travaillez un petit peu pour moi. Ça, j'aime bien. Comme je l'ai fait pendant 41 annuités. J'aime bien que ça soit à mon tour. Mais sur ce point-là, les choses doivent être rendues avec... en compensation de tout ce qui a été cotisé par tout le monde. Il n'y a pas de raison d'inventer un autre système, de baisser, etc. Si, Macron a d'abord augmenté la CSG. Et puis ensuite, il a désindexé ma retraite des prix. Et j'ai calculé, depuis qu'il est là, moi j'ai perdu 600 € par an sur ma petite retraite. Je suis pas malheureux, j'ai une retraite à 2130 €. Je suis très public, moi, comme garçon. J'ai été inspecteur du travail en fin de carrière, j'étais à 3000 €. J'ai 2130 € pour 41 annuités de cotisation. Je suis pas un malheureux. Mais si on me prend 600 €, je suis pas content quand même. C'est des cadeaux que je vais faire en moins à la fin de l'année. Et puis moi, j'aime bien aller en Grèce, vous savez, une petite table bleue, avec des chaises bleues, au bord de la mer bleue, et puis avec un ciel bleu, un verre d'ouzo et un poisson grillé. C'est le bonheur pour moi. 600 €, ça manque quand même pour pouvoir le faire. D'autres sont... alors, il y a en dessous de 2000, on touche pas. Enfin, quand même, il a touché, puisqu'il y a eu... la première année, avec l'augmentation de la CSG, il dit, on ne touchera plus à partir de 2021. Mais non, on a quand même pris pendant 2 ans. Et puis la désindexation, on va réindexer. Ouais, mais elle a quand même pris pendant 2 ans. Donc en fait, il veut prendre. Et c'est ça qu'il faut essayer de dire aux gens, c'est pas une retraite pour vous, c'est une retraite contre vous. Quand Buzyn dit, on va vous traiter tous pareil, ça veut dire, on va vous maltraiter tous pareil. Quand ils disent, on veut un système universel, c'est, il n'y en aura pas un de vous qui échappera. Vous paierez tous quelque chose. On vous prendra tous quelque chose. Et alors, à partir, là arrive leur système. Pas plus de 13,8, ne dites pas 14, 13,8% du PIB consacré aux retraites. Alors, c'est un nouveau critère de Maastricht, ça. Vous aviez 3% pour les déficits, 1,5% pour l'inflation, 60% pour les dettes. Alors, on en rajoute pas plus de 13,8% pour les retraites. Pourquoi? Allez savoir. Pourquoi 13,8? Pourquoi pas 14,2? Pourquoi pas 15? Pourquoi? Il y a un hurluberlu qui a décidé que c'était 13,8 et on vous impose 13,8. Le nombre de retraités va augmenter, ça restera 13,8. Henri Sterdignac dit, en gros, c'est 25% en fait d'indemnité retraite en moins d'ici 2050. Donc, on vous tasse au nom d'un critère qui a été disé. C'est le critère même de Maastricht, les 3% de déficit, c'est un critère étonnant. Il y a une histoire là-dessus. Le gars s'appelait Dabeille, je crois. Il était dans le bureau d'un certain Davignon. Et on lui a dit, avant Maastricht, on lui a dit, allez, trouve-nous un critère de déficit entre 1 et 5 pour tous les États elles-mêmes. Le gars, il a dit 3. Il a dit, j'ai fait ça au doigt mouillé, j'aurais pu dire 4 ou j'aurais pu dire 2. Enfin, si on me dit entre 1 et 5, j'ai dit 3.
Et après, ça s'impose, on ne sait pas pourquoi. Après, on lui a dit à d'autres, trouvez-nous un critère pour la dette des pays. Ils ont dit 60. Pour être 50, 60. Puis après, trouve-nous un critère pour l'inflation. 1,5. Trouve-moi un critère pour les retraites. 13,8. Et tout le monde va tenir là-dedans. Bon. Les règles d'or, c'est extraordinaire, hein, parce que vous avez une pandémie, vous avez des gens, des variations d'âge. Ils s'en foutent. La règle d'or compte. Le chiffre compte, c'est magique. Tout le monde doit avoir le même chiffre. C'est un fanatisme. C'est une forme d'intégrisme. C'est une aberration humaine, mentale, que de ranger les sociétés de cette façon-là. Et les humains, derrière ce genre de chiffres. Alors en plus, après, c'est des hypocrites, puisque, en fait, il n'y a pratiquement pas un pays européen, à part un ou deux ou trois, qui sont en dessous du 3% de déficit. Il y a pratiquement 90% des pays européens qui sont au-dessus de 60% de dette. L'inflation, ils l'arrangent, parce que l'année dernière était probablement de 2,2, ils l'ont mis à 1,3 au dernier moment, mais parce qu'ils comptent les balles de ping-pong 3 fois, pour calculer l'indice des prix. Donc tout ça, ils s'arrangent encore après. Vous me direz, alors ils peuvent s'arranger avec les retraites. Non, là, ils vont être intransigeants, je vous assure. C'est leur intention avec le système par points, puisqu'à ce moment-là, ça ne sera plus décidé par nous, ça sera décidé par la majorité politique du moment, qui dira, je baisse l'argent du point de 0,1, 0,2, ou etc., etc., etc. Et donc, en vérité, c'est une façon de prendre en main, selon des critères règles d'or, les retraites, et de stagner, faire bloquer tous les gens qui sont en retraite en dessous. Moi, je propose le système à inverse. Le seul dont il ne parle jamais. Retraite à 60 ans, à taux plein, calculé sur les 10 meilleures années, pour tout le monde, 10 meilleures années, indexé sur les prix et les salaires. Je propose de définir pas la règle d'or de comment on vous compte malgré que vous soyez des humains. Je vous propose de définir d'abord les besoins des humains, la prestation qu'on veut, et de subordonner la cotisation à la prestation, et non pas l'inverse. Eux, ils subordonnent la prestation à une cotisation bloquée. Nous voulons subordonner les cotisations à la satisfaction de la prestation. Alors, comment vous le dire autrement? Parce que parfois, je me rappelle des débats avec Mme Parizeau, Ouais, mais en 2060, nos retraites sont mortes. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Ils sont incapables de savoir quoi que ce soit sur 2060. De toute façon, je vous invite à une réunion en 2061 pour en causer ensemble. Ils sont incapables de dire comment, même l'année prochaine, quel est le taux de ceci ou le taux de cela, de croissance, de démographie. Mais en 2060, ils savent que ça ira mal pour les retraites. Hop. Moi, je propose autrement. S'il y a un problème qu'on sent parce qu'il y a trop de retraités en 2060, on le règle en 2059. On ajuste le taux des cotisations sociales, là, dans votre feuille de pelle, salaire brut, en 2059. On ajoute 0,01%, généralement 0,01% suffisent déjà, et vous gardez votre prestation à 60 ans, avec un taux de retraite à 75% en fait, base calculée sur les 10 meilleures années, pour 2060. Imaginez qu'en 2060, il y ait une pandémie, une saleté de grippe espagnole, qui fait 20 millions de morts, comme ce fut le cas en 1917 et 1918. Plus une guerre dans un coin, il y a des morts partout, une année horrible. Du coup, il y a moins de retraités. Il y en a plein qui sont tués, les bombes, les machins, tout ce que vous voulez. La maladie, la grippe, ça fera l'insuffisance respiratoire, c'est les vieux qui partent les premiers. Bon, bref. En 2061, vous avez moins de vieux. Eh bien, vous baissez la cotisation. Vous la ramenez au niveau de 2059. C'est ajustable chaque année, c'est vrai. Pas comme les points. C'est ajustable comme un droit que vous avez, basé sur le travail que vous avez fait, sur la cotisation de ceux qui travaillent, que vous faites varier suffisamment pour garder 60 ans, 75%, 10 meilleures années, indexées sur les prix et les salaires. Ça, c'est facile, il n'y a pas de problème. Ça ne tombera jamais en panne. Il n'y aura jamais de tricherie. Il n'y aura jamais de difficulté.
Ah si, il n'y aura pas assez de gens pour travailler. Qu'est-ce que c'est encore que cette bêtise? La démographie en France ne s'est jamais si bien portée qu'entre 2000 et 2014. Il y avait un rapport Charpin pour les plus jeunes d'entre vous, plutôt les plus âgés d'entre vous, en 1997-98 sur les retraites, qui disait en 2000, il n'y aura plus beaucoup de naissances, on aura un problème, 350 000 naissances par an en France, donc ça sera difficile pour les retraites. En 2000, on a eu 850 000 naissances, 2 fois et demi ce qu'ils avaient prévu, comme quoi ils se trompent tout le temps. Et les naissances à 850 000 par an, ça a duré jusqu'en 2014. 2014. Si ce zozo de Hollande n'avait pas commencé à dire je vais toucher à l'allocation pour le 2e enfant et pour le 3e enfant et on va plus faire pareil sur les allocations, ça serait resté à 850 000. Mais comme il a dit des bêtises et que les variables en matière de démographie sont infiniment sensibles, on a perdu 100 000. 100 000 bébés en moins à cause de paroles de Hollande en 2014. On est descendu à 750 000 naissances. Mais c'est encore énorme. C'est-à-dire que chaque année, je vais être triste un moment, en France, on a à peu près 550 000 décès par an. 550 000. Donc vous avez, si j'ose m'exprimer ainsi, 250 000 à 300 000 bébés en plus qui vont vouloir travailler et qui, en travaillant, vont pouvoir cotiser pour vos retraites. C'est pas rien, cette question. Il y a d'autres pays qui ont des problèmes démographiques, j'en conviens, l'Allemagne, tout ça, ça a été étudié, mais pas la France. Et après, on vous dit, mais compare avec l'Allemagne. Non, surtout pas. Ils ont déjà introduit la pauvreté chez les Allemands, et ils ont bloqué tout. Non, 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 nous avons ce qu'il faut, si on donne du travail aux gens. Ah oui, mais alors ils vont pas, ils sont au chômage. Ah bah oui, ça, c'est le chômage. Ça, c'est sûr que quand on a 6 millions de personnes qui travaillent 60 heures, et 6 millions de personnes qui travaillent 0 heure, il y a un problème. Mais moi, j'ai la solution. C'est de travailler 32 heures. Oui, 60 ans, 32 heures. Et je vous signale que c'est la réponse au chômage. Et que ça touche la retraite, parce que quand même, un des arguments sur lesquels souvent les gens qui connaissent pas bien les sujets sont les plus sensibles, c'est quand on dit pourquoi faire travailler les vieux alors que les jeunes n'ont pas de boulot. Vous avez 25% de jeunes sans travail, pourquoi vous allez pousser les vieux à 62, 63, 64, 65, 66 ? D'autant plus que Macron, alors ça c'est l'argument massu, les gens ont du mal à le comprendre, veut désormais calculer le taux de la pension sur 40 ans, sur une carrière entière. C'est plus 25, c'est 40. La baisse est encore plus mécanique que sous Balladur. Et donc en vérité, et d'ailleurs pour avoir 40 ans, il y en a certains qui quand ils vont faire des études jusqu'à 29 ans, il faudra qu'ils finissent à 79 ans pour avoir la retraite, et non pas à 60 ou à 70. Par conséquent, c'est terrible tout ce qu'on entend, et tout ce qu'on peut faire contre, quoi. C'est-à-dire faire effectivement que, par exemple, la période d'études, entre 18 et 29 ans, 25 ans, soit l'objet d'un salaire de formation professionnelle, une allocation d'études sur critères universitaires, une allocation jeune, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Moi je milite depuis 1963 contre le plan Fouché pour une allocation d'études sur critères universitaires. Je suis blanchi sous le harnais pour une revendication pareille, et vous pouvez faire que ça compte pour les années de retraite. Vous le calculez comme vous voulez, comme vous le pouvez, pour pas exagérer, quoi. Alors après, on va me dire, oui, mais alors à 60 ans, 65 ans, on peut encore... Non, c'est les meilleures années de la retraite, j'ai commencé par ça. Et puis alors, oui, mais il y en a qui travaillent moins. Oui. Alors, on va parler des régimes. Vous ne me ferez pas dire le mot. Il n'y a pas de régime. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des conventions collectives. Ne dites pas, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas dire charge sociale, il faut dire cotisation sociale. Là, je vous dis, ne dites pas régime, dites convention collective. Dès que vous avez quelqu'un qui vous dit régime, vous dites non, convention collective. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans sur les charges sociales et les cotisations sociales, et je vérifie avec bonheur que ça a beaucoup progressé. Et que les gens qui ne faisaient pas attention au début à la question sémantique ont appris à faire attention depuis. Et donc, ne dites pas régime. Alors, il y en a combien? Même ces derniers jours, je me suis cassé la tête dessus avec beaucoup d'autres gens, parce qu'ils disent, il y en a 42. Je cherchais les 42. Avec force, j'en ai trouvé 33.
Puis après, il me dit, non, t'as pas vu ceci, t'as pas vu cela, là, il y en a encore un petit. Alors, je vous ai apporté la liste, enfin, je vous l'enverrai par Internet, ça sera plus simple, mais il y en a des attendrissants. La Comédie Française. Ils sont 350. Pensez, c'est une question importante à résoudre. Le Ballet de l'Opéra de Paris. Ils sont 1850, un peu plus nombreux. Ils ont la retraite à 45 ans. Mais essayez de faire des pointes. Après 45 ans, je suis sûr que sur la scène de l'Opéra de Paris, ce sera moins gracieux. Enfin, il y en a qui iraient avant quand même, mais... Non. Vous savez combien il reste de mineurs en retraite? 3150. Ah, vous allez me dire, oui, mais quand même, il y a la RATP. Mais la RATP, ils ont déjà cassé les avantages de l'âge de départ en 2009. Ma fille qui est rentrée à la RATP en 2011, elle n'a aucun des avantages de départ précoce. C'est du pipeau. Elle est dans la catégorie déjà de la clause du grand-père. Elle bénéficie de rien comme avantage. On dira, mais quand même, il y en a beaucoup à la RATP. Oui, 42 000. Vous savez qu'il y a 42 000 clercs de notaire? Il y a plus de gens dans les études de notariat qu'à la RATP. Et ils ont des avantages, entre guillemets, plus intéressants qu'ils ont négociés avec le temps. Parce qu'il y avait des longues formations, ça a été... Ah oui, comme toute convention collective. Qu'est-ce que c'est une convention collective? Les gens ont du mal même à comprendre ça. Le Code du travail, c'est la loi. La convention collective, c'est le contrat. Bon sang, Macron! Après El Khomri, nous ont fait pendant des années pour que le contrat l'emporte sur la loi. Fallait pas, la loi était trop rigide. Fallait contracter par l'entreprise, par branche, cas par cas, etc. Et maintenant, c'est le contrat qu'ils veulent foutre en l'air. C'est les conventions collectives. Ils disent que c'est des privilèges, les conventions collectives. Enfin, les conventions collectives, il y en a 700 en France. 700. Une centaine à peu près qui marchent. Mais c'est quoi? C'est la négociation dans une branche, dans un métier, de contrepartie à des nuisances, à des souffrances, à des inconvénients, à des horaires, et on vous dit, puisque vous faites ça, on va vous donner en échange ça pour votre salaire, ça pour votre retraite, ça pour votre durée du travail, ou ça pour vos congés payés. Alors il y en a qui sont mieux traités que les autres. Il y en a qui disent, ouais, ces salauds de cheminots, ils sont mieux traités parce qu'ils bloquent tout. Mais heureusement qu'ils bloquent tout. D'ailleurs, ils sont mieux traités parce qu'ils bloquent tout. S'ils n'avaient pas bloqué tout, ils n'auraient pas ce qu'ils ont. C'est grâce aux syndicats qu'ils l'ont. Alors les autres, oui, mais nous, on est dans une branche où il n'y a pas de syndicats, etc. Bah oui, il faut se syndiquer. Il faut se pouvoir bloquer. Alors tout le monde ne peut pas le faire de la même façon. Moi, j'ai été ouvrier du livre pendant 2 ans. Je me rappelle encore, c'était dans les années 78-79. Mais je me rappelle encore parce que j'avais une serpette, j'étais au bout des journaux, les paquets de journaux arrivaient, soit Le Monde, soit l'Humain, soit l'Aurore, soit le Figaro. Avec ma serpette, parfois je faisais j'avais un travail très intellectuel avec ma serpette et les ficelles. Mais j'étais payé 14 mois. Et j'avais 8 semaines de congés payés. Ah, j'aimais vous dire que comme régime, c'était vachement avantageux. J'ai jamais gagné autant d'argent, même quand j'étais inspecteur du travail, que quand j'étais ouvrier du livre. Et il y avait un copain qui était avec moi, il m'a dit, ouais, tu vois, on travaille avec notre serpette. Il me dit, tu vois, on fait le même boulot au BHV, on est payé au SMIC. Quelle est la différence? C'est que si nous, on arrêtait avec notre serpette, le patron, il n'avait pas ses journaux dans les kiosques le lendemain matin. Donc on avait un pouvoir de blocage tout à fait important. C'est pour ça qu'on avait 14 semaines. Le problème, c'est que le gars du BHV, il n'avait pas le même pouvoir de blocage. Le mob pouvait arriver avec 1 jour ou 2 jours de retard, il ne se prive pas d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'on voit la différence des conventions collectives. Il y a des conventions collectives nulles. Dans la restauration, c'est nul. Vous n'avez rien, quasiment. Vous avez le métier le moins payé, avec les horaires les plus tordus, les durées du travail les plus longues, pas de protection du personnel, des maladies partout, des phlébites, des TMS, un salaire de merde. Bon, la convention collective, la restauration est nulle. Établissement éclaté, même dans les chaînes, ils visent à ce que... Voilà. Bon, ouais. Et dans la convention des transports en commun, elle est plus importante parce que ça a plus de poids. Mais c'est ça, les conventions collectives. Ou alors, on dit, il n'y a plus de conventions collectives du tout. On interdit les contrats. Non seulement on interdit la loi, mais on interdit les contrats qui compensent les nuisances. On interdit les contrats qui compensent les souffrances. Et c'est pour ça que Macron, il a dit... Je n'adore pas le mot pénibilité accolé au mot travail. Ça est la pénibilité.
un instit de 62 ans qui rentre en septembre, pour la 40e fois, au milieu de sa classe d'enfants de 11 ans, je ne suis pas sûr que ce soit bon, ni pour lui, ni pour les enfants. Une infirmière de 62 ans qui met ses lunettes pour chercher votre veine dans votre bras, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour le patient comme pour l'infirmière. L'ouvrier du bâtiment qui est en train de poncer le béton pour le blanchir comme on lui ordonne, en n'ayant pas d'aspiration à la source, mais seulement un masque sur le visage, dont il ne peut pas se débarrasser, parce que sinon il aspire de la merde, eh ben, je ne suis pas sûr que ce soit bon et qu'il ne faille pas une convention pour compenser la nuisance qui est la sienne, parce qu'il va mourir plus tôt. Dans les régimes, 33, 42, il y a les égoutiers. Les égoutiers, ils meurent en moyenne à 58 ans. C'est très dramatique, 58 ans. Pourquoi en moyenne? Il y en a qui survivent. Hein. Mais moi, j'avais un beau-père cheminot. Pas à 52. Mais oui, justement, j'allais dire que c'était l'âge de départ. Oui, mais justement, ils vont le remettre en cause, puisque c'est un régime privilégié. Et moi, j'avais un beau-père, Marcel Le Toulec, il était conducteur de machines à vapeur. Ce dont on vous dit, mais maintenant, ça n'existe plus avec le TGV. La machine à vapeur, il était bête humaine, quoi, sur la ligne Rouen-Le Havre, en plus. Et il avait pris sa retraite à 50 ans, il était résistant au sortir de la guerre, il a pris sa retraite à 50 ans, et il est décédé à 97 ans. Alors il disait, moi, j'ai plus de retraite que d'active. Mais il était le seul survivant de ses propres compagnons, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Il y en a qui survivent chez les égoutiers, comme chez les conducteurs de locomotives à vapeur. Mais c'est comme ça, la moyenne, là, pour le coup, elle est dramatique. Et pourquoi on enleverait le côté négocié du départ à 52 ans? Pourquoi? Alors la pénibilité, elle existe partout. Elle existe pour le jardinier, elle existe pour le menuisier. Mon père qui était menuisier, il est mort d'un cancer du sinus. C'est facile, c'est la poussière de bois. Le cancer du menuisier, c'est ça. Le cancer du garagiste, c'est le benzène, c'est pareil, c'est le cancer de la gorge. C'est les odeurs d'huile. Bon, et ben vous savez ça. Et donc vous compensez, les patrons sont obligés de compenser pour avoir des salariés dans cette branche, sinon ils n'en trouvent pas, par une convention collective, qu'ils donnent des contre-avantages aux gens qui ont ce souffrance. Ben c'est ça qu'ils veulent supprimer. Les 42 régimes qu'on ne prononce pas, les 42 régimes dont on dit que c'est des privilèges et qui ne sont que des corrections d'inégalités et de souffrance. Les 42 régimes en question qu'il faut défendre. Alors, on dit, mais non, il faut d'abord régler ce problème. On ne peut plus, comme dit Édouard Philippe, on ne peut plus avoir une inégalité dans les retraites. Mais depuis quand ce mec-là s'occupe-t-il d'inégalité? On ne peut plus avoir d'inégalité dans les retraites. Alors, il faut universel. C'est plus possible d'avoir des privilèges. Et alors là, il reste un chiffre qu'il faut étudier. Ces fameux régimes, combien ça concerne de gens? Alors, il y a des trucs. Hein. Il y a un chiffre. Vous allez voir plusieurs chiffres. Il y a un chiffre qui dit que c'est 3,7% des salariés. Alors, il y en a un qui inclut la fonction publique comme un régime. Ça ferait 17% des salariés. Et il y en a un autre qui calcule les retraités actuels de ces régimes. Là, on n'a plus que 1,7% de ces salariés auxquels on donne de l'argent un peu en plus. Si quand ils disent, vous payez les retraites des cheminots. Enfin, les cheminots sont 142 000. Sont bien moins que ce qu'ils étaient au départ, ils étaient 300 000. Donc s'il y a un problème de compensation, c'est parce que leur nombre a baissé, alors qu'ils payaient tous des retraites en direct, et ils payent moins. Mais c'est donc compensé. Alors après, vous avez des gens qui vous disent, mais je ne veux pas compenser les retraites. Je ne veux pas donner pour le cheminot, moi. J'ai pas d'avantage, j'aime pas le cheminot, je lui donnerai rien. Et enfin, c'est pareil que le cancer. Bah oui, si toi tu as le cancer, toi tu ne l'as pas, je donne rien à celui qui a le cancer. Il a travaillé plus, il a travaillé dans les conditions pires, il n'y a plus assez de gens dans les caisses parce qu'on a diminué le nombre de salariés, et je ne veux pas aider cette caisse. Ça résume à rien, ça, cette histoire-là. Il faut aider, il faut compenser, il faut mutualiser. Et c'est pas cher en plus, c'est rien par rapport à l'ensemble des sommes. On parle de 300 milliards en matière de retraite. Si vous avez quelques milliards qui vont compenser d'une caisse à l'autre les mineurs qui survivent encore, ou les cheminots qui sont moins nombreux, ou les RATP qui sont encore de l'ancien régime d'avant 2009, on a enlevé pour les nouveaux, etc. C'est rien. Donc essayer de focaliser là-dessus, c'est vraiment immonde comme procédé. Puis en plus, alors il y a des gens, ils marchent là-dedans.
Moi, je vous le dis tout de suite, si vous enlevez quelque chose dans l'assiette de l'autre, ça ne vous met pas du beurre dans la vôtre. Si vous trouvez qu'il y a trop de soupe pour le voisin, c'est pas ça qui va vous donner du pain. Les salariés ont tous les mêmes intérêts. Ils n'ont que leur force de travail à vendre. Ils doivent tous être solidaires, du bas en haut de l'échelle. Oh ouais, mais il y en a qui gagnent trop. Eh ben non. 98% des salariés, qui sont eux-mêmes 90% des actifs, gagnent moins de 3 200 euros. Il n'y a que 2% qui gagnent plus de 3 200 euros. Quand vous dites salariat, vous dites tout. Celui qui s'en vend sa force de travail, alors je ne dis pas qu'on vit de la même façon à 900 euros, où il y a 9 millions de pauvres en dessous de 900 euros. Je ne dis pas qu'on vit de la même façon à 1800 euros ou à 3200, bien sûr que non. Mais je vous ferai remarquer que les salaires ont été très compactés dans les 40, 50, 60 dernières années. Les écarts de salaire en mai 68 étaient de 1 à 6. Ils ne sont plus que de 1 à 2,3. Ils ont compacté les salaires. Ils n'ont pas compacté leurs bénéfices et leurs dividendes. Ils ont démultiplié un nombre de fois incalculable. Demandez à monsieur Arnaud, qui vient de s'acheter 15 milliards Tiffany, qui ne place pas ici, qu'il place ailleurs. On lui donne un CICE pour qu'il fasse de l'emploi. Il va mettre l'argent chez Tiffany aux USA. Carlos Ghosn, 600 SMIC par an. Et la moyenne des 40 patrons du CAC 40, c'est 477 fois le SMIC, c'est ça, 477 fois le SMIC. J'ai tout écrit. Défendez comme moi, comme nous, tous, 60 ans à taux plein, calculé sur les 10 meilleures années, 75% du salaire antérieur, et faites que ça soit indexé sur les prix et sur les salaires, et balayez-moi par réforme cette casse des retraites que Macron est en train d'essayer de nous imposer.